bonsoir, bienvenue dans le cathodique de décryptage des paroles et des actes de la présidentielle 2018. Vous êtes sur CQFD. Ce qu'il faut décrypter pour cette présidentielle, et ce sera en son, en images et des analyses pendant 60 minutes tous les mercredis. Nous recevrons en plateau des experts et nous irons in situ également à la rencontre d'analystes pour mettre la lumière sur les zones d'ombre et placer une rampe sur les angles morts d'une compétition électorale qui s'anime davantage au fur et à mesure que s'approche la date fatidique du 7 octobre. Puisque nous y sommes, je reçois le premier expert ce soir, Jean-Paul Tchomdou. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Et bienvenue Merci. dans ce décryptage. Merci de m'avoir invité. Je signale que vous êtes expert en marketing. Communication. Vous faites partie de la première cuvée des diplômes en marketing au Cameroun, diplômé de l'ESTIC. Oui. Vous êtes producteur audiovisuel également. Merci de nous accorder votre expertise et surtout gratuitement. Merci. Vous avez monsieur, je vous vois sourire, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes notre deuxième expert ce soir, vous êtes journaliste politique, enseignant de journalisme, ancien directeur de publication de Mutation, du quotidien Mutation, Oui. ancien journaliste de RFI, Oui. mais Excellent. directeur de HTV en ce moment. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir décrypter ce soir avec C'est un nous plaisir, c'est un honneur. les faits, les actes et les paroles de la campagne présidentielle ou de la pré-campagne présidentielle, puisque la campagne, elle démarre autour du 22 septembre. Je reçois le troisième expert, le professeur Claude Abbé. Bonsoir. Bonsoir, M. Tonga, et merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté de venir décrypter pour les téléspectateurs ce soir ces paroles et ces actes-là. Vous êtes sociologue, enseignant des universités au Cameroun. C'est bien cela? Oui, au Cameroun et un peu partout ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'au Cameroun que j'interviens. Alors, puisque le décor est campé, nous allons vous inviter, chers téléspectateurs, à découvrir la première à décrypter ce soir dans CQFD. En première une, pour le décryptage ce soir, que font les candidats à l'étranger, loin du théâtre principal des opérations. Joshua aussi du SDF a sillonné ces 3 derniers mois la France, la Belgique, l'Allemagne et les États-Unis. Le candidat a rencontré durant ce périple des Camerounais de la diaspora, des pays visités également par Maurice Kamto avant et pendant cette période électorale pour les mêmes fins parfois. En sus, le candidat du MRC a effectué un périple. On l'a vu au Maroc par exemple. Une Afrique que Cabral Libi compte parcourir en se déplaçant au Gabon en Côte d'Ivoire, entre autres, au terme de sa visite aux États-Unis et en Europe, où il se trouve en ce moment. Lui aussi se trouve à l'étranger présentement. C'est le président candidat, Paul Biya, qui participe au sommet Chine-Afrique après un court séjour privé en Europe, selon un communiqué de son cabinet. Lorsque le champion du RDPC regagnera le Cameroun, Akere Mouna et Franklin Dufort s'envoleront pour une énième vers l'Occident et quelques pays africains pour officiellement convaincre les Camerounais de la diaspora. Les candidats Ndamjoya et Garka Aman ne boudent pas eux non plus un voyage à l'étranger. Le dernier cité a été aperçu à Abuja au Nigeria le 5 août dernier, alors que les joutes électorales avaient commencé sur place au pays. C'est aussi le cas de Serge Espoir Matomba, allé au Brésil il y a 2 semaines seulement. Mais pourquoi raffole-t-il les séjours à l'étranger en cette avant-veille d'élection? Question à nos experts. Que peuvent faire les candidats à une dizaine de jours du scrutin, à des dizaines de jours du scrutin à l'étranger, alors que le gros des électeurs se trouve au Cameroun? Il y a un certain nombre de clés de lecture qu'on peut avoir. À première vue, on pourrait se dire que aller à l'étranger aujourd'hui, c'est un peu peine perdue. Parce que quand vous regardez les chiffres qui sont donnés par Elecam, c'est environ, c'est entre 20 000 et 23 000 électeurs en Occident. C'est entre 80 000 et 100 000 électeurs pour le reste des pays africains. Ça veut dire qu'en réalité, le reste des 6 millions de Camerounais, c'est davantage à l'intérieur du Cameroun des électeurs. C'est à l'intérieur que ça se joue. Donc, si on veut être dans une perspective de quelqu'un qui regarde ce qui est davantage utile, on va se dire, je ferai ma campagne tout à fait sur place. Mais certains, on peut avoir 3 à 4 clés de lecture pour essayer
de rendre compte de cette logique-là. Certains disent être allés faire du fundraising, c'est-à-dire essayer de chercher des fonds. C'est le cas de Cabral Lidi qui l'assume. Ce qui peut paraître quelque peu étonnant quand on sait que on est à la porte véritablement de l'échéance électorale. D'autres estiment essayer de polisser un visage international qu'ils avaient probablement déjà. Certains autres, pour citer le candidat sortant, lui on dira dans les réseaux sociaux, certains ont estimé qu'il était à un séjour privé et les réseaux sociaux disaient que c'était un check-up sur le plan médical. Je n'ai pas eu le temps de vérifier cela. En tout cas, le discours officiel dit visite privée en Europe. Et maintenant, il y a l'obligation que le Cameroun avait en termes d'invitation sur le plan diplomatique qui a été faite par la Chine. Et on a d'un autre côté un certain nombre de candidats qui, il ne me semble pas que ce soit nécessairement pour du fundraising, qui s'y sont engagés et qui essayent de policer. Mais de mon point de vue, ce qu'on doit pouvoir remarquer et constater, c'est qu'il y a là comme une reproduction de ce qu'on voit les candidats au présidentiel faire ailleurs. Vous l'avez vu, Macron ou Trump, pendant qu'ils étaient encore candidats, ils ont effectué un certain nombre de voyages au niveau des pays qui peuvent compter. Mais quand on sait que au niveau de la scène internationale, la place du Cameroun n'est pas si importante que cela, et quand on sait aussi surtout l'agenda de ceux qui y vont, quand on observe l'agenda de ceux qui y vont, on ne se rend pas compte que c'est véritablement des contacts qui peuvent compter plus tard pour si éventuellement ils sont élus. On se pose la question de la pertinence et de l'efficacité de ces déplacements-là quant à ce qui concerne les voix à engranger au moment de l'élection. Puisque vous parlez de voix engrangées, vous avez évoqué les statistiques. Je vous propose de regarder le premier slide que nous proposons à notre public ce soir, à nos téléspectateurs. Les électeurs sur la base des chiffres de 2011, la dernière présidentielle. En 2011, les Camerounais étaient 24 000 à peu près à l'étranger inscrits sur les listes électorales. On a dans ce tableau le suffrage valablement exprimé, on a des bulletins nuls. Les suffrages valablement exprimés, on est à peu près 15 000. Et en 2011, le ministère des Relations extérieures estimait que 4 millions de Camerounais se trouvaient à l'étranger. Parmi eux, il faut compter des sans-papiers, il faut compter des gens qui ont acquis une nouvelle donc ne peuvent plus voter. Il faut compter ceux qui n'ont pas obtenu une carte consulaire, parce que c'est sur la foi d'une carte consulaire qu'il fallait procéder ou participer aux élections. Et puis il y a les distances géographiques. Donc ça renforce l'idée selon laquelle il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on peut parler... Il n'y a pas de marché électoral en dehors du fait qu'il n'y a pas de marché électoral, on peut parler à la diaspora étant sur place. Parce que pour arriver à prendre en compte, à monter à la diaspora, qu'on la prend en compte, il n'est pas nécessaire d'aller nécessairement la rencontrer. Il suffit que dans son projet de société et dans le programme d'action que l'on entend mettre en route une fois élu, qu'on ait un certain nombre de propositions fortes en termes d'implication de la diaspora dans le développement du Cameroun, pour que cela parle véritablement à la diaspora. Et il me semble aussi que l'autre possibilité qui existe, c'est que quand on est une formation politique, quand on est un candidat avec une équipe qui est assise derrière soi, qui travaille, on peut avoir un certain nombre d'individus qui peuvent aller faire ce travail-là pour rassurer
par rapport aux propositions que l'on a. Notons que l'ECAM n'a pas encore mis à la disposition de la presse des chiffres récents sur les inscriptions de Camerounais de la diaspora. Nous nous référons donc à ces chiffres de 2011 qui ont été obtenus après le décret du 8 août 2011, quelques mois seulement après la présidentielle, qui permettait aux Camerounais de l'étranger de pouvoir participer à l'élection présidentielle. Alors, Jean-Paul Tchomdou, est-ce qu'au moins, on est d'accord au moins qu'il n'y a pas de marché électoral du côté de l'Occident et des autres pays? C'est 40 pays à peu près, selon le dernier rapport de l'ECAM sur la présidentielle 2011. Est-ce qu'au moins on peut se dire que l'un candidat va en Europe polir son image parce que tout ce qui vient d'Europe, parce que c'est essentiellement l'Europe qui est visée dans les déplacements des candidats? Alors, je voudrais vous dire que ma grille d'analyse me permet de ressortir à peu près 3 objectifs qui pourraient justifier les déplacements en Europe. Le premier objectif pourrait être celui de créer ou de renforcer sa stature internationale. Pour le président sortant, il s'agit certainement de renforcer cette stature internationale. Le deuxième objectif pourrait être pour un candidat de recruter, d'essayer de séduire la diaspora. Et comme l'a dit le professeur, ça c'est problématique à partir du moment où le nombre de votants ou le nombre d'inscrits de la diaspora ne représente pas grand-chose. Le troisième objectif pourrait être celui comment dirais-je, de rassurer les partenaires internationaux de ce qu'une fois au pouvoir, on pourrait continuer les relations. Mais quand on prend les exemples des candidats qui se sont déplacés, ils n'ont pas rencontré grand monde, ils n'ont pas, pour la plupart, de statut international en dehors de 1 ou 2 candidats. On se pose également... On a peut-être pour restituer quelques faits, on a Maurice Kamto qui a été membre de la commission des droits de l'homme des Nations Unies. Oui, un employé. On a Keremouna qui est membre de plusieurs mécanismes de l'Union africaine et qui était récemment aux Nations Unies. Encore cette année. Je veux dire que ce statut international n'est pas au niveau le plus élevé qui soit, qui permettent de dire qu'ils peuvent discuter d'égal à égal avec, de toutes les manières, ils n'ont pas rencontré grand monde. Je pense que cet objectif-là n'est peut-être pas le premier. Alors, si on enlevait les 2 autres objectifs, on resterait avec un, celui de recruter dans la diaspora. Recruter qui, combien? Il pèse quoi? 24 000 personnes sur 6 millions d'électeurs potentiels. Et même le prétexte de faire du fundraising, c'est quand même embêtant qu'on se lance dans un fundraising alors qu'aujourd'hui, on a des moyens modernes qui nous permettent même à partir du Cameroun de faire du fundraising. Donc finalement, après avoir analysé, essayé de décrypter, je me pose la question, quelle est la vraie justification de ces déplacements? Alors, le SDF estime qu'à travers la diaspora, on peut influencer le vote des Camerounais fixé localement parce que Camerounais de la diaspora contribue au développement du Cameroun à travers des fonds qu'il envoie via Western Union, MoneyGram et tous les autres qui s'occupent de transfert d'argent. À travers eux, il a de l'influence sur les électeurs localement et donc il peut passer un mot d'ordre de vote, un mot d'ordre pour qu'on choisisse tel ou tel candidat. C'est une blague. Est-ce que d'après vous, ça tient? Est-ce que à travers un Camerounais fixé à l'étranger qui ne vote pas, mais qui peut passer un mot d'ordre sur 3 ou 5 personnes, des gens qui habitent peut-être Yaoundé ou Douala, on peut avoir des résultats? Ça, c'est la position du SDF. Mais il faut relativiser tout cela parce qu'aujourd'hui, l'influence que le monde occidental, tout au moins la diaspora, avait sur l'électorat au Cameroun, en Afrique d'une manière générale, il faut remettre ça dans ce qu'on pourrait appeler vraiment les effets mineurs. On a la possibilité aujourd'hui de communiquer sans se déplacer. Vous savez, mais se déplacer pour une consultation électorale à un niveau aussi élevé comme la présidence, ça devient un impératif absolument. Un candidat à une élection présidentielle a besoin d'avoir une dimension internationale, a besoin de se faire connaître, a besoin d'avoir une onction. Mais il faut tout de même dire que cette manière de faire une fixation sur des déplacements à l'étranger peut avoir des effets revers. Parce que, absolument, vous savez, lorsque je prends un cas comme ça au hasard, lorsque Cabral Libby s'est déplacé pour la première fois pour aller aux États-Unis, mais il a été dans un premier temps ovationné et applaudi. Mais lorsqu'il s'est déplacé pour aller en Belgique, l'effet qu'il a laissé dans son déplacement, on connaît Cabral Libby qui ne sort pas d'une société nantie, un jeune garçon relativement modeste. Il le reconnaît d'ailleurs. Et quand il arrive, oui, mais il a reconnu avec un peu de retard. Parce qu'il a eu les effets revers qui n'étaient pas du tout positifs.
Et on l'a vu sortir de son milieu, arriver dans un autre cadre, dans une limousine, avec un costume Qui avait été offert d'une par la couleur bleu diaspora. marine. Mais oui, mais ça a eu un effet parce que, figurez-vous, on a essayé de faire une observation, par exemple, en Belgique, où un vivier des sympathisants pour Cabral Libye était très important après ce déplacement aux États-Unis. Il y a eu un effet contraire. Vous avez Alors, des instruments de mesure, on mais oui, imagine. mais tout à fait, Object- tout à fait. objectivement tout à fait. Raison vérifiable. pour laquelle, vous avez vu, il a rectifié. Il a rectifié lors de son déplacement en Suisse. Vous avez vu qu'on a retrouvé le même Cabral Libye avec des gestes qu'on lui connaît, avec une djellaba à l'africaine et avec un comportement tout à fait modeste. Mais il faut dire que les déplacements des candidats camerounais à l'étranger n'est pas le propre des Camerounais. On a vu, par exemple, quand on repart quelques années, beaucoup d'années en arrière, quelqu'un comme John Kennedy, quand il était candidat aux États-Unis, son porte-parole, Pierre Salinger, que tout le monde connaissait à l'époque, a parcouru pratiquement tout le monde occidental. Tout le monde occidental, notamment les pays francophones, d'Afrique également. Pourtant, les voix des Américains dans la diaspora ne comptaient absolument presque pas. Mais ça devient... Et c'était pour quel était l'effet recherché à cette époque-là, Xavier Messé? Mais à cet effet, enfin, à cette époque-là, l'effet recherché était tout simplement d'avoir une stature internationale que Kennedy ne recherchait pas, mais il fallait davantage rassurer les partenaires, se faire En ce connaître. moment, rencontrer les officiels. Rappelez-vous. En ce moment, il Rudy, rencontre des officiels. Oui, rappelez-vous, Rudy, aucun candidat à une élection française n'a jamais manqué d'effectuer un déplacement en Afrique. Pourtant, on sait que la diaspora française en Afrique n'est pas aussi importante que ça, mais il y a d'autres raisons. Lesquels? On rencontre les chefs d'État, on aménage... On cherche les financements. On entretient les financements. On cherche les financements. Les financements à la Kadhafi, À la Bongo, peut-être. oui, à la Idio, Les à la fameuses Bia mallettes aussi. d'argent, oui. Tout à fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Alors, mais Cabral Libye, puisque vous parlez de lui, indique qu'en 3 jours en Suisse, il a levé 6 000 euros, donc 3,5 millions de francs CFA en 3 jours. Si on voit exponentiellement, on peut se dire qu'il peut atteindre la vingtaine ou la trentaine de millions. Ce ne serait pas peine perdue que Mais d'être allé. ça risque d'avoir un effet réel. Tout à fait. En quoi? Cabral Libye a clairement dit qu'il recherchait 200 millions de francs CFA pour sa campagne. Mais vous savez, S'il peut piocher parlant de quelques Cabral millions. Libye, je ne serai pas totalement objectif parce que c'est compte tenu des relations que nous avons. Mais Vous je faites pense bien que- de le dire parce que vous êtes convié ici comme expert et vous devez être objectif. C'est bien d'avoir sorti le joker sur cette question-là. Jean-Paul Tchomdou. Oui. Alors, est-ce que aller en Europe dans le cas de Cabral, qui ramène de l'argent, et le SDF qui reconnaît quand même qu'on peut lever des fonds? Il y a Maurice Kamto qui a lancé l'opération Colo pour la Renaissance. On espère, est-ce qu'on peut espérer, à travers les déplacements en Europe, lever plus de fonds parce que la diaspora camerounaise en Europe est réputée plus nantie Mais que les autres. je suppose que la question se pose parce qu'on a du mal on a du mal à avoir de la lisibilité sur les déplacements. Que font les candidats une fois en Europe? On n'a pas vu de grands métiers, on n'a pas vu de grandes rencontres. On a vu des échanges dans les salles et on se pose la question, mais est-ce qu'il fallait se déplacer pour rencontrer 15-20 personnes? Je pense que Cabral Libye, lui, c'est un bon prétexte d'aller en Europe pour faire du fundraising. Simplement, si vous comptez ce qu'il a dépensé pour son déplacement, même si ce déplacement a été pris en charge. est pris en charge Il par n'y a ces que gens-là, Serge Espoir Matomba vous qui avez nous signale l'impression que tous ces 6 000 déplacements à euros l'étranger sont ont été financés par financés lui-même. personnellement. Voilà, là, il a récolté. Cabral, lui, c'est financé Il a par la récolté diaspora. 6 000 euros, 3 millions. S'il en rencontre 50 fois plus, il faudrait trouver le moyen de rentrer au Cameroun avec cet argent-là parce que la circulation de l'argent obéit à quelques contraintes. Donc, pour ma part, je pense que ces déplacements, ils sont importants parce que le Cameroun ne vit pas en vase clos. On a besoin de donner un certain nombre de garanties. On a besoin de se construire un statut international. Mais jusqu'ici, malheureusement, ces déplacements n'ont pas porté sur le plan de la mobilisation, ce on serait en droit d'attendre. Alors, professeur Claude Abbé, est-ce que, Xavier Messé le suggérait il y a un instant, est-ce que ces déplacements peuvent permettre de rassurer quelques lobbies
que ce soit en Europe. Parce que dernièrement, la chronique mondaine a été enrichie par des idées selon lesquelles les Américains auraient soutenu quelques candidats. Est-ce qu'on peut ranger les déplacements de ces candidats dans le calendrier des démarches pour rassurer les partenaires qui seraient des financements occultes de campagne? Ma réponse ne serait pas tranchée parce que la politique, c'est aussi des symboles. Mais quand la politique, c'est des symboles, il faut mettre quelque chose dans ces symboles. Parce que le tout est de savoir quel est l'agenda de ces gens. Et quand on regarde l'agenda, ils le disent. Ils le disent. Oui, effectivement, à moins qu'ils aient un autre agenda caché. Et s'ils ont un autre agenda caché, à ce moment-là, ça peut avoir un effet boomerang. Comme le disait Xavier tout à l'heure, qu'au fond, voilà des gens qui probablement ne sont même pas encore à la tête du Cameroun et qui vont peut-être nouer des rapports pour vendre le Cameroun à des kidam, sans que les Camerounais aient su. Parce que tout le problème des déplacements à l'extérieur, c'est qui on rencontre. Et quand on regarde qui on rencontre, ça ne fait pas symbole. C'est-à-dire pour polir cette stature internationale pour laquelle l'on se veut. Et de ce point de vue-là, ça nous donnerait, j'ai tendance à vouloir dire là qu'on est dans une perspective de dynamique comportementale postcoloniale. Postcoloniale où des gens se disent, mon onction électorale, je m'en vais la chercher chez les dominants d'hier. Parce que ça fait bon de venir chez les Occidentaux et qu'on entre dans une logique d'extraversion. Que c'est de ce côté-là. Et l'effet boomerang, ça peut être utilisé contre eux localement. Que voilà des gens qui, pendant que l'Afrique parle aujourd'hui d'arriver à s'autonomiser, vont plutôt pour essayer de démontrer que rien ne peut se faire en Afrique que si on est parti en Occident. C'est d'autant plus que là où vivent davantage les Camerounais qui sont à l'étranger, ce n'est pas en Occident. C'est malheureusement, ou si vous le voulez, c'est dans les pays ouest africains et puis en Afrique du Sud et un peu partout. Et puis je voudrais quand même relativiser un élément au niveau du fundraising. Les gens ont une impression, et c'est une malheureuse idée qui s'installe chez nous, que ceux qui vivent en Occident ont des cantines d'argent et ils attendent que les uns et les autres viennent pour leur donner ces cantines d'argent là. De mon point de vue, nous qui avons eu l'occasion de faire nos études et même de faire un certain nombre de séjours d'études et de recherches de ce côté-là, ce n'est pas tout à fait ce que l'on tend à nous faire. Alors, chers experts, je vous propose un verbatim, une attitude de candidat en face, soit de Camerounais à l'étranger, soit en situation professionnelle, et on décryptera après. Ça, c'est important. On va me reprocher que je voyage beaucoup, et je voyage parce qu'il faut que j'apprenne, que je sache ce qui se passe, que je sais ce que je peux faire pour mon pays. Parce qu'au Cameroun, on n'apprend rien. Si on fait des meetings de 5000 personnes et qu'on vous applaudit, c'est bien. Mais après, on fait comment? Alors, je suis ici, c'est pour ça que je vous ai dit, envoyez-nous des idées. On est prêt à fédérer tout le monde. Nous restons convaincus que, en sensibilisant, en communiquant, en échangeant, il y a un Camerounais qui suit, 2 qui suivent, 3 qui suivent. C'est comme ça que l'opération a commencé. Le jour où je suis allé à Douala, j'ai trouvé des jeunes que je n'avais jamais vus louer des tentes avec leur argent, louant la sono, sensibilisant dans les quartiers, ayant fabriqué des t-shirts. Moi, je n'ai jamais fabriqué un seul t-shirt de cette opération. T-shirt qu'ils vendaient d'ailleurs aux passants pour avoir l'argent pour louer la prochaine tente. Ce jour-là, c'était un 27 mai. Je me suis dit, comme disent, il y a une langue, le pidgin, something day.
J'ai rencontré une communauté enthousiaste. J'ai rencontré un peuple qui n'est pas miné par les divisions que certains veulent animer au Cameroun, qui est organisé pour vivre comme un peuple, comme une population en tout cas originaire d'un même pays, qui a un destin commun, même loin de la terre natale. Et je dois ajouter que ce qui m'a frappé, c'est que justement, les Camerounais du Maroc sont, d'ailleurs comme les Camerounais de partout ailleurs, sont très attachés à leur pays et à ce qui s'y passe. J'étais particulièrement galvanisé lorsque je leur ai dit si le peuple camerounais me fait l'honneur de faire de moi le prochain président de la République, je viendrai les chercher pour qu'on aille bâtir le pays ensemble. Vous avez vu vous-même leur enthousiasme à cette occasion. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont envie de contribuer au développement du pays et ça m'encourage beaucoup. Afin de créer les conditions d'un rapide développement économique du Cameroun, je souhaite vivement que la Chine puisse financer à brève échéance la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'autoroute qui relie le centre-ville de Yaoundé à son aéroport international d'Insimalène, et enfin l'autoroute aidée à Kribi, où se trouve le plus important port en eau profonde d'Afrique centrale. On a du substrat en écoutant les candidats, y compris le président candidat, qui est en mission officielle. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. Les déclarations du président sortant rentrent dans le cadre de ses activités normales. C'est-à-dire c'est un chef de l'État qui est parti dans une rencontre internationale souveraine avec un autre chef d'État. Et puis, peut-être une fois, il sort de ses habitudes, à partir de l'étranger, il nous dit ce qu'il raconte, ce qu'il n'est pas. C'est peut-être un argument de campagne. On est en période de pré-campagne. Mais c'est un argument de campagne, mais il faut placer cela dans le cadre de ses activités normales. C'est un chef d'État qui est allé à une visite officielle dans un autre pays. Il a ramené un certain nombre de résultats et il réserve, si vous voulez, la primaire à ses compatriotes. Mais je crois que ce qu'il faut dire par rapport aux déclarations précédentes, c'est que il ne faut pas accorder une très grande importance à ces sorties, à ces déclarations des candidats. Ça rentre tout simplement dans ce que je pourrais appeler un effet de mode. Parce que vous savez, l'Occident, pour nous, pour certaines personnes, reste quelque chose d'extraordinaire. Il faut absolument y aller. Le président de la République, le nôtre actuel, vous avez vu, la plupart de ces déclarations les plus importantes, il les a toujours faites de l'étranger. C'est comme pour dire que ce qui vient de là est important. Mais je pense que les voyages des candidats à l'élection présidentielle prochaine relèvent tout simplement d'un effet de mode pour dire que j'y étais. À partir de là, les déclarations, mon visage, l'image qu'on peut donner de moi sera différente. Parce qu'en fait, l'élection de la diaspora camerounaise, une élection présidentielle, est insignifiante sur maximum 123 000 candidats. On l'a vu sur les chiffres. Sur 123 000 électeurs. Compte tenu du fait que le Cameroun est arrivé timidement, n'est-ce pas, à valoriser, n'est-ce pas, l'élection de sa diaspora. Il faut encore, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance. Quand on prend un pays comme le Mali, où nous connaissons l'importance de la diaspora, nous connaissons en termes d'unité physique, en termes d'importance, parce que le Mali a initié le vote de la diaspora depuis longtemps. Au moins, il y a 15 ans que les Maliens de la diaspora votent. Et nous avons constaté que lors de la dernière élection que nous avons vécue au Mali, le candidat qui a été battu, n'est-ce pas, a remporté le vote de la diaspora à 71%. Mais il n'a pas gagné pourtant. Il n'a pas gagné. Il a été battu à plate couture. Donc ça veut dire que le vote de la diaspora, c'est important, mais compte tenu de notre contexte camerounais, il ne faut pas lui accorder une importance vraiment démesurée. Jean-Paul Tchondo, est-ce qu'on peut continuer de minorer alors que la diaspora, c'est 600 milliards de francs CFA à peu près de contribution au PIB? Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par le ministère des Finances il y a 2 ou 3 ans. Il faut peut-être les actualiser. Est-ce que, en retrouvant l'argument du SDF, on ne voit pas cet argument économique? Celui qui dépense peut
donner des indications. Non, je pense que c'est une blague. Vous êtes même incapable d'obliger vos propres enfants à voter pour vous, même si c'est vous qui les nourrissez, qui les habillez et qui leur donnez l'argent de poche. Non, ce que je voulais dire par rapport aux extraits que vous nous avez présentés, bien sûr que le président de la République, il n'agit pas comme un candidat. Dans ce cadre-là, c'est une visite Donc, ça peut de pas être travail utilisé pour la campagne. prévue et Des financements contrairement à ce pour que, l'autoroute contrairement à ce que Douala-Yaoundé, Xavier financement pour disait, l'autoroute Yaoundé-Simalène. il n'a pas énuméré ce qu'il a engrangé là-bas, mais plutôt, on a entendu, il a formulé un ensemble de besoins, d'attentes à la partie chinoise. Maintenant, il faut attendre que le président rentre, revienne, pour qu'on sache exactement ce qu'il a engrangé. J'ai lu des chiffres qui n'étaient pas très encourageants au niveau de la presse, mais bon, on attend que le président rentre. Pour ce qui est des autres candidats, malheureusement, les extraits que nous avons vus ne nous permettent pas d'avoir une vraie opinion du type de rencontre. Ça ressemble plutôt à des interviews qu'il donne. Maurice Kamto restituait. Il aurait été intéressant. Expliquait, Cabral expliquait également. D'accord, mais il aurait été intéressant que les extraits soient comme celles du président sortant, c'est-à-dire des extraits de salle, une vraie séance de travail, avec 2 ou 3 images qui nous permettraient au moins de nous faire une idée du monde qu'il y avait dans la salle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de croire qu'on peut influencer directement le vote simplement parce qu'on a le pouvoir d'achat. Mais il faut se dire, la puissance de la diaspora, il faut la relativiser. Parce qu'au Cameroun, on parle de 600 milliards. Je souhaite même savoir, ces 600 milliards s'expriment en termes de quoi? C'est un financement, c'est des investissements ou c'est de l'argent qu'on envoie à la famille? C'est l'argent qu'on a tracé à travers Western Union. Il y a la NIF qui peut tracer. Si vous cherchez l'impact de cet argent dans la vie des Western Camerounais, Union vous aurez du au mal. MoneyGram ou les autres, sans publicité. Alors, professeur Claude Abbé, on a évoqué les scores tout à l'heure. Je propose d'ailleurs à la réalisation de présenter le deuxième slide. On a vu les scores. Le président Biya, même à l'étranger en 2011, était champion, suivi de John Fungi et puis des autres. Le 4e, c'était Kawala. 3e, Damjoya. Voilà. On a donc ces chiffres-là. Et on a vu Paul Biya, lui, il est allé en visite officielle, il est allé rencontrer les officiels en Chine. Il n'est pas allé rencontrer la diaspora. Est-ce que ceux qui s'attellent ou se hâtent à rencontrer la diaspora sont en train de perdre du temps? Non, il ne me semble pas qu'ils perdent globalement du temps. Ils font de la politique symbole. C'est-à-dire que, je vous ai dit que la politique, c'était aussi un ensemble de symboles. Probablement, localement, cela peut peut-être permettre de changer leur image. Pour ceux qui n'ont jamais été en Occident et qui rêvent d'y aller, ils se disent probablement qu'il peut y avoir un transfert de cette image-là, probablement. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un nombre de jeunes Camerounais que l'Occident continue de faire rêver, et probablement... Cette fascination-là peut se transmettre. Peut-être il peut... Par contagion affective, je parle aux sociologues. Peut-être il peut y avoir un transfert affectif de cela, mais je doute pour si peu de temps. Pour si peu de temps. Et du coup, j'en viens à me dire, j'aurais été quelqu'un qui était un communicant ou un stratège qui travaillait dans la campagne à la stratégie de campagne d'un de ces candidats, que je leur aurais dit de trouver un autre moyen pour parler à la diaspora. Parce que la diaspora camerounaise, il faut véritablement l'intégrer dans le développement du Cameroun et dans le plan de mise en route du Cameroun, mais de faire un travail ici. Qu'est-ce que ça va donner si vous pouvez aller vous retrouver, je ne sais pas moi, à Genève, vous pouvez aller vous retrouver à Washington et que vous ne pouvez pas faire un déplacement en Ngoma-Poubi? De ce côté-là, les gens n'arriveront pas à vous voter. Et vous direz, pourtant, en Ngoma-Poubi, vous avez peut-être un vivier électoral beaucoup plus important qui, sur le plan numérique, compte. Parce qu'au final, ce qui va compter, ce ne seront pas les symboles. Ce seront les chiffres dans les urnes. Alors, Xavier Messé, vous appelez tous les candidats à retourner au pays très rapidement. Il y en a 2 ou 3 en ce moment à l'étranger. Il y en a qui ont programmé des déplacements à l'étranger pour très bientôt. Vous leur demandez de venir jouer balle à terre. Et je ne leur demanderai pas de rester longtemps en Europe, en Occident d'une manière générale, parce que tout se joue au Cameroun. Mais l'effet de mode, je l'ai dit tout à l'heure, des voyages en Occident sont des nécessités.
Et parce que si vous restez enfermé dans votre triangle national, il faut que le monde extérieur vous connaisse. Mais l'importance que la diaspora, que les personnalités extérieures ont à influencer sur le vote local est très très insignifiant. Mais c'est nécessaire d'y aller, mais y aller régulièrement, y séjourner pendant longtemps, ça risque d'avoir un effet révers. Jean-Paul Tchombo, vous êtes pour des très courts séjours, vraiment. Oui, c'est important d'aller à l'étranger, mais je voudrais dire simplement que c'est des choses qui doivent se préparer. C'est pas à 2 mois d'une campagne présidentielle qu'on doit se découvrir le besoin d'aller discuter, échanger avec la diaspora. Donc ça doit être inscrit dans le cadre d'une stratégie. Alors, je vous propose de marquer une pause qui compte momentanément ce studio et allons in situ rencontrer des analystes, les professeurs Onangini et Leka Esomba, qui nous livrent les ficelles de la rédaction d'un projet de société. Le mot est en vogue en ce moment. Nous sommes allés les voir. C'est quoi le concept de projet de société? Sur quel élément technique repose-t-il? Je ne sous-estime pas votre culture politique, loin s'en faut, chers téléspectateurs, mais je vous suggère de regarder ce sujet de Brand Kamga qui signe le truc en plus. C'est la boussole qui sert généralement de guide aux électeurs pour le choix d'un candidat, le programme politique et en version simplifiée, le projet de société. C'est un instrument qui lui permet de rentrer en interaction avec les potentiels électeurs pour pouvoir les convaincre de ce que les intentions de transformation qu'il suggère sont les plus pertinentes pour conduire le pays pour les prochaines années. Ce concept tire ses origines de la Renaissance politique occidentale au XIXe siècle. Il faut désormais convaincre pour se faire élire. Pour ce qui est spécifiquement de l'élection présidentielle, un programme de gouvernement est la formule la plus consacrée. C'est un travail qui porte sur des milliers de pages, qui consiste à préciser les orientations idéologiques et stratégiques d'une organisation politique, qui consiste à préciser maintenant les orientations qui seront les leurs si elle gouverne, et c'est ça qu'on appelle le programme de gouvernement, qui porte sur les mesures, et particulièrement les mesures prioritaires qu'on prendrait. Le projet de société se veut abstrait, contrairement au programme qui se veut plus concret. Mais ces instruments rentrent donc dans un travail qui est beaucoup plus profond, qui porte sur ce qu'on appelle la programmatique. Et la programmatique, donc, c'est quelque chose qui doit être précisé. Parce qu'un parti qui est mature, c'est un parti qui s'est constitué un regard sur l'ensemble de la vie sociale et sur la manière dont on peut gérer telle ou telle question. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 donne déjà à voir la présentation des différents projets des 9 candidats en course. Le pluralisme politique au Cameroun est jeune de 26 ans et pour les spécialistes, les candidats proposent des projets acceptables. Certaines des propositions sont tout à fait des propositions pertinentes et donc on laisse la discussion ouverte et libre. De toutes les manières, même les propositions parfois les plus apparemment irréalistes peuvent finir par se transformer en des choses concrètes. Par rapport à la dernière élection présidentielle, en 2011, il y a un léger effort d'aller vers une professionnalisation sur le terrain, dont de la confection des projets de société et des programmes. Cela dit encore du travail, tout n'est pas encore parfait. Des efforts qui trouvent leurs limites dans le manque d'équipement à divers niveaux. Comme nos partis ont beaucoup de problèmes de logistique, surtout les partis d'opposition, ils n'ont pas nécessairement un staff étoffé d'experts dans tous les domaines et n'ont pas nécessairement aussi les capacités financières pour faire des consultations utiles auprès d'experts agréés et qualifiés dans tel ou tel domaine de manière à bien définir la façon dont ils voient les différents secteurs de la vie sociale. Donc on bricole encore un peu, mais il y a déjà un effort. D'autres efforts essentiels s'imposent aux prétendants à la magistrature suprême, même si le projet de société et le programme de gouvernance seuls ne suffisent pas pour être élu président de la République. Alors nous accueillons Brand Kamga qui a proposé, qui nous a produit ce sujet. Bonsoir Brand et bienvenue.
Alors, nous avons vu votre sujet. Est-ce qu'au regard de votre collecte, vous pouvez dire aujourd'hui que les 9 candidats à la présidentielle ont des projets de société? Ils ont des projets de société, mais pas de programmes gouvernementaux. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus, parce que vous avez écouté le professeur Mathias Eric Onanguigny et le professeur Amanlé Kaïsomba. Ils ont été clairs là-dessus. Les programmes gouvernementaux sont un peu plus étendus, plus vastes. Or, jusqu'ici, les 9 ou alors les 8 candidats de l'opposition nous proposent des programmes précis et concis qui sont essentiellement des projets de société qui reposent globalement autour de la même chose, c'est-à-dire il faut améliorer les conditions de santé des Camerounais, il faut revoir le système éducatif et revoir la vie économique, revoir le SMIC entre autres. Alors, vous proposez qu'il fasse des efforts. À la chute de votre sujet, tout à l'heure, le professeur Onanguigny indiquait qu'il faut faire encore quelques efforts. Il s'agit de faire des efforts sur quoi? On appuie sur quel levier? Alors, plusieurs efforts doivent être fournis au niveau notamment de la communication. Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut se doter d'un certain nombre de moyens, notamment des moyens de communication. Jusqu'ici, les moyens sont limités. Ce sont des médias qui offrent leurs espaces aux candidats. Et maintenant, sur le terrain, on a plus ou moins des équipements logistiques approximatifs qui ne répondent pas toujours. Lorsqu'on fait un tour dans les QG des différents candidats, on a des salles de conférence qui reçoivent à peine une masse de 200 ou alors de 300 citoyens. Donc, ces candidats doivent travailler là-dessus. Les candidats doivent également travailler leur image personnelle parce que ne peut prétendre être président de la République que celui qui a une certaine personnalité. Jusqu'ici, l'image des candidats est travaillée pour certains, mais pas autant pour d'autres. Il faut donc travailler cette image. Ça rentre dans le projet, dans le programme. Ça, c'est bien sûr, parce qu'il faut mettre des moyens énormes en jeu pour que le candidat soit visible. Il ne suffit pas de dire on a un bon projet à tel niveau, mais cette fois-ci, le candidat personnellement doit mettre des moyens en jeu pour être plus visible auprès du public. Merci Brand. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre décryptage, un autre mode d'emploi. Merci pour cette confection. Claude Abbé, une réaction? Oui, je suis désolé de ne pas être du même avis que M. Brand Kanga. Ce que j'ai cru voir, c'est davantage des propositions, même de programmes. Mais des projets de société, il y en a très peu en réalité. Parce qu'un projet de société, c'est une vision du monde. C'est un brouillon de l'avenir et qui est de l'ordre stratégique. Et c'est de ces orientations stratégiques que découle un programme de gouvernement. Et de mon point de vue, quand vous voyez la plupart d'entre eux, beaucoup ont tout fait d'élaborer des propositions de ce qu'ils peuvent faire par rapport aux problèmes que rencontre la société camerounaise. Et il faut savoir que le projet de société en dehors du programme doit être adossé sur un budget. C'est-à-dire qu'il y a un budget. Il faut chiffrer. Tout à fait, ça doit être chiffré. C'est un document qui est pratiquement un ouvrage d'un minimum de 100 pages. Si vous voulez qu'on vous le dise clairement, c'est un document en tant que tel. Et donc, de mon point de vue, tel que j'ai vu, tel que quand on observe l'ensemble des QG, peut-être le SIF vous dira que nous avons notre document qui date de 92, le RDPC vous dira qu'il reste adossé sur le libéralisme communautaire, mais les uns et les autres manquent véritablement de projets de société et ça pose tout le problème de la professionnalisation du métier d'homme politique et de Alors, puisque Brand Kanga parlait d'image des candidats, je vous propose pour la deuxième de ce qu'il faut décrypter ce soir, sans lien certainement avec l'image, je vous laisse voir le dévoilement de ce deuxième sujet. En deuxième une, pour le décryptage de ce soir, le rôle de ces porte-paroles de candidats qui font la pluie et le beau temps dans les médias. Ils sont généralement jeunes, portés vers le multimédia et les nouveaux outils de communication. Leur visage familier des écrans TV, ils parlent au nom des candidats et chacun de ces derniers, à quelques exceptions près, en a un ou plusieurs en fonction des aires géographiques, culturelles et des centres d'intérêt thématiques. Ces candidats à la présidentielle 2018 au Cameroun, les veulent sémillants et orfèvres du verbe. Sont-ils toujours à la hauteur?
Les modalités de ce casting sont-elles justifiées? Nos experts décryptent. Jean-Paul Tchomdo, la critique du porte-parole, du candidat, c'est quoi d'après vous? Alors, pour répondre à cette question, Rodrigue, je dirais qu'un porte-parole n'est pas une fonction qui tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe. La désignation d'un porte-parole doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale de com. En fonction des objectifs qu'on se fixe, des actions qui sont amenées, on arrive à sortir quel est le profil du porte-parole. Donc, si vous prenez un porte-parole au hasard, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le porte-parole ressemble au candidat? Est-ce que le porte-parole est à même de porter la parole du candidat? Est-ce que le porte-parole est crédible? Donc, je préfère poser ces questions-là plutôt que de vous dessiner un profil. Mais c'est vous l'expert. Au minimum, un porte-parole doit être quelqu'un à une réputation, à la réputation établie, propre, irréprochable. Le porte-parole doit être quelqu'un d'assez crédible. Il doit avoir, si possible, un vécu, et il doit être d'une fidélité extrême au candidat. Parce que dans certains pays, on l'a vu, il y a des présidents qui n'ont pas hésité à se séparer rapidement des porte-parole à partir du moment où ils se sont rendus compte que leur porte-parole n'était pas totalement dévoué. Donc voilà, il doit être crédible, il doit avoir des faits d'âme, il doit être fidèle au candidat, il doit représenter la stratégie du candidat. C'est pas quelqu'un qu'on sort sous un chapeau comme ça, à qui on confie cette fonction hautement importante à partir du moment où le porte-parole porte la parole du candidat. En fait, ce mec, quand il s'exprime, ce mec ou cette femme, quand il s'exprime, on doit s'identifier, ou alors identifier le candidat qui parle. Et si vous revenez au contexte camerounais, essayez de voir si les porte-paroles que nous connaissons reflètent l'image des candidats qui sont censés défendre. Alors, Xavier Messé, nous avons Paul Mahel pour le candidat à Kérémouna. D'ailleurs, lui se présente comme un spin doctor, quelqu'un qui polie l'image de son candidat. C'est Paul Mahel lui-même. Oui, Paul Mahel lui-même le dit. Nous avons Sam Séverin Ango pour le candidat Franklin Difford. Est-ce que le candidat gagnerait à avoir des porte-paroles qui connaissent les médias, qui connaissent la presse, qui ont pratiqué la presse? D'abord, c'est un préalable. On ne s'imagine pas un porte-parole qui n'a pas de contact avec les médias. Ce serait catastrophique. Il faut que le porte-parole soit celui-là qui peut avoir une pénétration dans le monde des médias et qui peut avoir le langage facile, le visage attrayant, l'intelligence raffinée, et puis qui est en fait la vitrine du candidat. Imaginez-vous un porte-parole qui cherche le mot, un porte-parole qui est mal habillé, un porte-parole qui ne sait pas aller vers des gens, il serait un gros handicap pour le candidat. Je voudrais encore revenir sur une image que tout le monde connaît, tout au moins les communicateurs comme vous. Lorsque John Kennedy avait choisi Pierre Salinger, vous savez, Pierre Salinger, c'était un type éloquent qui avait une ascendance française, donc la facilité du langage, le physique, c'est quelqu'un qui avait écrit dans des journaux, c'est quelqu'un qui avait un contact assez facile avec les médias et ça permettait, n'est-ce pas, à faire passer facilement la parole de John Kennedy. Donc ce profil reste d'actualité. Il faudrait qu'un porte-parole qui ne peut pas accéder aux médias, qui n'a pas l'élocution facile, qui n'a pas un visage attrayant, il constitue un handicap sérieux pour un candidat. Donc il ne faut pas oublier le facteur jeunesse, parce que si vous avez un porte-parole qui a déjà un visage ridé, si vous avez un porte-parole qui n'a pas une démarche élégante, il constitue également un handicap pour le candidat. Et je crois que tous ceux qui ont été choisis, par je pense à Paul Mahel, dont je connais la facilité d'élocution, avec qui j'ai eu à travailler un tout petit peu. Bon, je pense. On est sûr que c'est l'expert qui parle, même si vous êtes oui, c'est ça. Donc, je crois que les candidats, les porte-paroles qui ont été choisis par les candidats, on attend que le candidat sortant. Mais il y en a qui. Oui, on attend le porte-parole du candidat sortant. Est-ce que c'est dans ses habitudes? Est-ce que c'est dans les habitudes de Paul Biya d'avoir un porte-parole en 80 depuis au moins depuis le retour de la démocratie? C'est pas dans ses habitudes parce que il sait que tout est acquis d'avance. Il sait que le résultat est là. Il ne bat pas campagne. Il ne voit pas pourquoi il prendrait. Alors, il y a des porte-paroles qui ont été désignés un peu sur le tard. Le SDF a nommé, le MRC a nommé M. Bissac
dernièrement comme porte-parole, alors qu'il y a une structure... Pas Bissac, c'est Bibou Nissac. Bissac, oui. Nissac, oui, Nissac, sur le tard, alors qu'il y a des structures du parti qui jouent un peu le rôle d'interface entre les médias, entre la presse et le parti. Je pense à Sosen Médard Lipot. Est-ce que quand on recrute un porte-parole en dernière minute qui vient supplanter, entre guillemets, un secrétaire national de la communication, ça peut être frustrant? Est-ce que c'est en raison des critères que vous venez d'évoquer? J'ai eu à m'intéresser un peu plus en profondeur sur les critères qui ont valu le choix du candidat, enfin du porte-parole que vous venez de citer. Je ne voudrais pas entrer dans les détails pour dire que ce n'était pas le choix le plus indiqué, mais le porte-parole qu'on connaît n'est pas également celui dont j'ai décrit le profil ici. Hein, je pense à notre ami Sosen Médard Lipot. Il n'a pas, à mon avis, le profil le plus indiqué. Celui qui est aujourd'hui le porte-parole de MRC, à mon avis, ne correspond pas tout à fait au moule que je venais de tracer tout à l'heure. Alors, je vais revenir à vous dans un instant, Jean-Paul Tchomdo. On a au SDF un ministre chargé de l'information du Shadow Cabinet. On a des secrétaires nationaux à la communication, un secrétaire national titulaire. Je pense à Denis, mon ami Denis, son adjoint Kedjan, Henri Kedjan. Et le SDF estime qu'avec cette structure-là, on fonctionne, on n'a pas besoin de porte-parole. Est-ce que c'est judicieux, d'après vous? Tout dépend de la manière dont on a organisé sa communication. Mais pour faire véritablement moderne aujourd'hui, il est toujours bon d'avoir un porte-parole. Mais si vous voulez, pour ne pas me confiner uniquement au SDF, je voudrais vous dire que dans de nombreux choix, ça fait des ordres. Ça fait des ordres parce que si je vous prenais par exemple le choix qui s'est porté sur Sam Séverin Ango, du candidat Franklin Difford. Oui, lui qui dit que tout lui est dicté par Dieu, il ne m'a pas semblé que Monsieur Sam Séverin Ango soit porté par les dictons que Dieu lui envoie. On ne fera pas d'axiologie du comportement de Sam Séverin Ango, monsieur le sociologue. Non, c'est un certain nombre d'éléments. Oui. C'est un certain nombre d'éléments. En termes de fidélité, parce que vous allez venir porter la parole de quelqu'un, il faut être en mesure de porter tout ce personnage-là en soi. Il en est de même. Quand vous voyez monsieur Bibou Nissac, lui qui se revendique, que je connais bien, qui se revendique être dans les idées du panafricanisme, ce n'est pas ce que le candidat Kamto particulièrement revendique. Vous voyez que là, peut-être il y a tout un travail en cuisine qui doit être fait au niveau de ces porte-paroles-là pour qu'ils arrivent à être dans le calibre de ce qu'on attend véritablement d'un porte-parole, que ça ne fasse pas désordre au niveau du travail qui a déjà été fait par chacun de ces candidats. On évolue, on parle d'autres candidats. Cabral, il y a une demi-dizaine de porte-parole en fonction de la position géographique, en fonction des thèmes. On a Serge Espoir Matomba qui signale avoir nommé un porte-parole, mais il n'a pas encore dévoilé l'identité de ce porte-parole-là. Alors, on parle de schéma en schéma. Celui-ci correspond à quoi? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un nombre idoine en termes de porte-parole, mais il ne faut pas non plus en avoir beaucoup. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un seul porte-parole. Vous savez, avec le développement des réseaux sociaux, vous êtes assaillis de toutes parts par des demandes d'informations. Et je précise qu'il ne faut pas confondre le porte-parole et le communicant, dont le responsable de la communication, le spin doctor dont parlait Paul Maët, quelqu'un qui a un boulot qui est spécifique. Ce que je voudrais dire, c'est que le porte-parole joue vraiment un rôle central. Mais retenez que le porte-parole doit s'inscrire dans le cadre de la stratégie d'un candidat. S'il n'y a pas une stratégie qui a défini, n'est-ce pas, ne serait-ce que des objectifs précis avec des cibles, le porte-parole doit être en cohérence avec les cibles. Donc, Xavier en parlait tout à l'heure. Le porte-parole doit être en cohérence même avec la personnalité du candidat. Donc, il est important que le candidat reflète. Alors, dans l'exemple que le prof prenait, vous avez quelqu'un
qui a tout à fait une vie ordinaire, qu'on appelle Sam Sévérin, et qui est censé représenter un homme de Dieu. Même ne serait-ce que dans le champ lexical, vous voyez qu'il y a une espèce de dichotomie. On ne va pas faire de fixation sur Sam Sévérin. Non, c'est juste, voilà. c'est pour juste, ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que le choix d'un porte-parole obéit à une démarche scientifique. Les porte-paroles se sont développés ces dernières années grâce à l'importance de la stratégie de communication dans la campagne politique. Et le porte-parole doit répondre à un certain nombre de questionnements et ne pas être choisi au hasard. Donc il est important de savoir que les porte-paroles ne sont pas des gens qu'on prend au hasard. Mais si vous me posez quel est l'élément le plus important, je dirais, c'est quand même la fidélité au candidat. Alors, il y en a qui sont muets comme des capes. Dame Joya n'est pas actif sur le plan de la pré-campagne. Il n'a pas de porte-parole. Peut-être le secrétaire général, M. Aïdjo Mongwat, qui a été secrétaire national de la communication, qui est devenu secrétaire général, qui a déposé son dossier de candidature récemment, peut être considéré comme porte-parole. Est-ce qu'on prend cela comme ça? Il faut, quand vous ne vous exprimez pas, on s'exprime pour vous à votre place. Le porte-parole doit être désigné. C'est une fonction officielle. Parce qu'il porte la parole du candidat. S'il n'est pas désigné, alors on peut se retrouver face à une multitude de porte-parole et on ne saura à quel sens se vouer. Il est important qu'on ait un porte-parole. Si on décide de ne pas en avoir, alors le candidat doit faire l'effort lui-même de porter sa parole. Et concernant le cas que vous venez de donner, il est à regretter qu'aujourd'hui, sa parole ne s'entend pas. Et ça, c'est un problème. Alors, qu'il n'y a personne qui porte en réalité, parce que ces temps derniers, il a été dit que le candidat, selon certaines indiscrétions, que le candidat Ndamjoya aurait été malade et qu'il se serait déplacé à un moment donné. Vous avez vu le vide qui s'est créé, ça signifie qu'il n'y a pas un porte-parole. Alors, il y a Garga Manadi qui porte lui-même la parole jusqu'à maintenant. En tout cas, d'après ce qu'on a vu, la production à la CRTV, notre consoeur, ici à Canal 2 avec Jean-Bruno Tagné, on a l'impression, en tout cas avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que Garga porte sa parole lui-même. Ce qui est intéressant dans le contexte camerounais, c'est qu'on est progressivement en train de sortir de l'ornière. C'est-à-dire que la pratique politique est en train d'imposer une professionnalisation aux uns et aux autres. Alors, c'est une bonne chose que les uns et les autres, à partir de là, ne serait-ce que l'électorat commence à se faire une idée de qui est structuré dans sa manière de faire la politique. Parce qu'en réalité, quand vous n'en avez pas et que vous manquez, vous vous rendez bien compte que vous êtes probablement dans une sorte de cabinet tout seul. Et à ce moment-là, ça pose un problème et que vous ne pouvez pas être en mesure de tout faire et d'être partout à la fois. Chers experts, il fallait décrypter. Donc, on conclut qu'un porte-parole, c'est presque obligatoire en ce moment. Un porte-parole, au moment où les réseaux sociaux font autant de mal, est terriblement important parce que ça permet de porter non seulement la voix du candidat, mais surtout d'améliorer sa présence. Parce que un candidat seul ne peut pas être sur plusieurs plateformes à la fois, alors qu'en s'attachant les services de un ou plusieurs porte-parole, ça lui permet d'occuper l'espace plus que quelqu'un qui n'en a qu'un. Le porte-parole donnerait donc au candidat, conférerait au candidat des dons d'ambiguïté. Ah oui, absolument. Alors, mais je voudrais vous poser une question, puisqu'on parle de professionnalisation. Est-ce que le porte-parole doit être rétribué ou ça doit être un militant? Paul Mahel, je le cite encore, a dit qu'il était militant et donc n'était pas rétribué pour le travail qu'il faisait auprès d'Akeremona. Question, professeur Abbé? Le porte-parole, il n'est pas nécessaire que le porte-parole soit un militant. Mais il faudrait au moins que le porte-parole soit véritablement convaincu du programme et du projet politique que porte le candidat. Et qu'il soit à mesure d'être fidèle, de relayer les idées centrales, les idées majeures, les piliers qui sont les piliers sur lesquels porte la campagne du candidat. Autrement, il n'est plus un porte-parole. Alors, il y a un petit groupe de réflexion qui suggérait, quand les candidats cherchaient des mercenaires, il y a même quelques noms qui ont glissé, Alain Blaise Batonguet, Melvin Akam, ou bien Valentin Siméon Zinga, qu'on disait avoir le beau profil pour être de vrais mercenaires au service de candidats. Ça peut se faire aussi? C'est possible. Je voudrais commencer par dire que ma conviction est que le porte-parole doit être payé.
Il doit être un salarié, il doit faire un job et on doit l'évaluer par rapport au job avec une feuille de route. Mais pour ce qui est de ces candidats, moi je vous dirais dans l'absolu que si c'est possible, il faut faire la démarche contraire. Ces profils correspondent à quoi? Quelles sont les relations qu'ils ont avec le candidat? En quoi est-ce qu'ils ont même une communauté de vues? Vous demandez à quelqu'un qui a sa conception de la politique économique ou de la société de venir porter la parole de quelqu'un qui a une conviction totalement différente. Non, je pense que l'alchimie ne peut prendre que si les deux ont un certain nombre de choses qui vont ensemble, de choses communes, pour que le porte-parole ne soit pas justement perçu comme étant vous avez dit, un mercenaire. Parce que, comme disait quelqu'un, la communication politique, c'est comme la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Xavier Messé, on sortira par vous? Oui, mais je crois que la communication est un domaine très très vaste. Il faut éviter de faire l'amalgame. Lorsque je rentre dans le domaine de la communication, je veux m'adresser à Jean-Paul, je sais ce qu'il va faire et que je ne suis pas capable de faire. Il sait également ce que moi je peux faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et cela signifie que lorsque on entre dans ce domaine et qu'on a besoin de quelqu'un. Vous savez, le porte-parole, on en parle encore tout à l'heure, le porte-parole est celui-là vraiment qui porte la parole. Derrière lui, il y a tout un travail qui très grande équipe. On choisit ce porte-parole en fonction d'un certain nombre de critères précis. Et je l'ai dit, peut-être qu'il a un physique attrayant, il a une voix qui porte, il a une intelligence raffinée, même quand il a une voix qui passe. Alors, maintenant, penser qu'on est journaliste, on est capable de faire tout, c'est faux. Penser qu'on a fait la communication, on peut faire le journalisme, c'est faux. Alors cet amalgame-là, il faut arrêter. Et surtout quand on va dans un domaine aussi sensible comme une élection présidentielle, il ne faut pas dire que c'est parce que quelqu'un sait écrire des articles qu'il sera en même temps un bon porte-parole. Et je crois qu'il faut prendre en chacun des communicants, n'est-ce pas, ce qu'il a de plus précis, de plus pointu pour que le message passe le mieux. Merci Xavier Messé, merci à nos experts aussi, professeur Abbé, Jean-Paul Tchomdou, merci d'avoir contribué à la structuration du corps électoral et plus largement de l'opinion publique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qu'il fallait décrypter ce soir, mercredi soir, et à mercredi soir aussi. Bonsoir.